Salut à tous, c'est Sketchy et aujourd'hui on va poursuivre la suite de la vidéo sur les courts-métrages suite à la soirée que j'ai pu faire durant le festival Atmosphère. À savoir que je ne l'ai pas dit dans la première vidéo parce que j'avais oublié et peut-être que j'avais pas totalement l'information, mais ce qui différencie aussi le festival Atmosphère des autres festivals du cinéma, c'est que c'est un festival qui est à la fois focus sur tout ce qui est autour du cinéma, mais aussi autour des sciences et autour de l'écologie. C'est pour ça aussi que les courts-métrages, ils tournent beaucoup autour des sciences, du cinéma et de l'écologie. C'est un peu le thème d'Atmosphère finalement. Le troisième court-métrage auquel j'ai pu assister, ça s'appelle Un jour de permis. Non, Jour de permis. C'est un court-métrage dans lequel, du coup, on parle un peu de transgénération, etc. C'est un court-métrage qui est beaucoup plus humoristique, on va dire, enfin, du moins qui laisse beaucoup plus de place à l'humour. Et du coup, dans celui-là, on suit du coup une petite famille. Donc, vous avez un père et son fils. Tu fais quoi, On papa? apprend que Tu vois, je quelqu'un doit repasse passer laisser le le bouton. permis. On se dit que c'est le fils, vu que le père lui met la pression, lui disant T'inquiète, ouais, papa. le Pas permis, tout le c'est temps. quelque chose Ménage. qui va te Passer son qui va permis, te sortir en fait, qui c'est va un te moment clé permettre dans la vie d'un homme. Oui, je d'être sais, d'être papa. autonome, de pas devoir C'est un de événement pas structurant. devoir compter sur les Prime de gens, passage. d'avoir ta Je liberté, sais, etc. papa. Et en Crois fait, en ton il père le dit pour toute vraiment en la mode famille. ouais, le permis c'est la liberté. Nan, nan. En fait, il explique vraiment comme ça. Donc, en fait, naturellement, on se dit voilà, c'est un daron quoi. Un daron qui met la pression Pas à stressé, moi je son suis pas gosse stressé, hein. Je pour suis qu'il fasse les concerné. choses. Faut Et en que fait, je au fur et à mesure du faut que court je le métrage, répare, on faut se que je rend le compte répare. que en fait, c'est le père qui passe son permis. Et on se dit ah ok. Allez, Donc il y va, on fait celui qui t'inquiète, ça va bien se je suis fier de passer. toi, papa. Il y va et en fait, il est dans une salle avec que des adultes. Et en fait, on voit que le permis qui passe est Je suis ravie de un vous permis accueillir pour cette qui est nouvelle tout à fait session différent du du permis de permis conduire. vert. Alors, vous le savez, sans lui, vous ne serez plus autorisé à vivre en autonomie. Mais quand vous passez le code, vous avez des personnes qui viennent vous expliquer un peu comment ça va se passer, etc. Bah, là, c'était un peu pareil. Vous aviez une dame qui venait expliquer et qui disait. Vous serez immédiatement placé sous la tutelle d'un jeune. Et en fait, la première question du permis, c'est la seule qu'on voit. Mais c'est des insectes. Et les quatre réponses, c'est. Alors, dans cette image, on voit un tas d'insectes. La deuxième, c'était un beau kilo de protéines. Et la dernière, je ne sais plus ce que c'était. Mais bref, en clair, des réponses qui sont ni fausses ni vraies, vous voyez. Et donc, il y avait un peu vraiment cette touche humour, finalement. Et donc, on voit le père qui est en panique, qui se dit ah non, c'est bon, je vais rater mon permis. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait rire, bien que au premier abord, j'ai pas tout compris. Ça m'a beaucoup fait rire, déjà, ce plot twist, en fait, de se dire, ah, mais en fait, c'est ni le permis de conduire, ni le fils qui le passe. En fait, ce que la réalisatrice est venue nous expliquer, j'aimais bien parce qu'il y avait beaucoup de réalisatrices. Ce qu'elle est venue nous expliquer, c'est qu'elle venait déjà questionner les traditions, à savoir que il y avait cette question du permis, qui, d'une génération à l'autre, est quelque chose qui offre la liberté ou pas. Moi, personnellement, je sais que avoir mon permis, ça m'a, du moins avoir ma voiture, ça m'a offert énormément de liberté parce que ça m'a offert un nouveau chez moi. Mais je sais que, par exemple, pour mes enfants, ce ne sera pas forcément la même chose. Tout comme pour mes grands-parents, c'est pas la même chose. Tout comme pour mes parents, c'est pas la même chose, etc., etc. Chaque génération vit ses importances d'une manière et d'une autre et place des importances dans ce qui est propre à sa génération, en fait, tout simplement. Et donc, elle est venue questionner cette question des traditions, cette question des responsabilités, pardon, et des obligations. Et cette question aussi de la relation entre les générations, à savoir comment nous on voit les générations futures, comment les générations anciennes nous voient, comment nous on voit les générations anciennes, bref, toute cette intergénérationnalité. Et il y avait aussi cette question de, en fait, qu'est-ce qui est structurant en fait pour les gens, parce qu'il y avait vraiment cette question de structure, là où le père disait oui, le permis c'est structurant, ça impose un cadre, etc. C'est la base. En fait, la réalisatrice, elle nous a expliqué que pour elle aussi, à son époque, je crois qu'elle avait une quarantaine d'années, hein, ou genre 35, un truc comme ça, mais elle disait que voilà, pour elle aussi, à ce moment-là, dans sa vie, en fait, le permis, c'était toute la structure de sa vie. Et rien que moi, par exemple, je suis pas d'accord avec cette chose-là, alors qu'on a quoi? On a 10, 15 ans d'écart, en vrai, avec cette réalisatrice. Et je suis pas d'accord parce que moi, le permis, je l'ai eu l'année dernière.
Et j'ai pas eu besoin de ça pour me structurer dans ma vie. Ça m'a apporté un plus, mais la structure de ma vie, c'était juste le fait que je me sente bien en fait. La structure de ma vie, c'est de pouvoir être moi-même, faire ce que je veux et pouvoir être fier de moi en fait. Tout simplement, que ce soit à travers le permis, que ce soit à travers le fait de fonder une famille, que ce soit à travers le fait de juste pouvoir être moi-même, le fait de pouvoir, je sais pas, moi, être qui je veux en fait. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, d'une génération à l'autre, générations qui sont juste en fait 10 ans, hein, voire moins parfois, parce que j'ai l'impression que plus ça avance, plus les écarts générationnels, on va dire, se restreignent. Mais en fait, il y a très peu d'années qui nous séparent, et pourtant, il y a énormément de choses qui nous séparent en tant que telles. Et donc, voilà, c'était vraiment toute une question autour des libertés, autour des points de vue, autour de, de la manière dont on voit les choses, dont on voit l'autre, etc. Et aussi cette question d'autonomie, en fait, cette question de ne pas être dépendant de l'autre, de comment on voit sa dépendance, etc. Et je vous avoue que j'ai pas énormément de choses à dire en plus sur, sur ce court-métrage, parce que déjà il était assez court et assez clair en réalité. Et ouais, je vous laisserai le découvrir si vous avez l'opportunité de le découvrir ou de le redécouvrir. Mais en tout cas, voilà, moi personnellement, il m'a beaucoup fait rire. Et ouais, ça me posait des petites questions, enfin ça répondait à certaines petites questions que je me posais sur certains thèmes. Mais en soi, c'est déjà quelque chose sur lequel je me penche beaucoup, donc ça m'a surtout fait rire, disons. Le court-métrage suivant, c'est un court-métrage qui m'a également renvoyé à pas mal de choses de mon enfance. Et c'est un court-métrage qui s'appelle, vous excuserez mon accent, The Missing Post Office. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Donc, The Missing Post Office, c'est un court-métrage qui tourne autour d'un japonais, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais qui était postier euh, et qui a créé un bureau, un endroit, un local dans lequel les gens peuvent venir soit écrire des lettres à des défunts, soit écrire des lettres à eux avant ou à leur futur eux et pouvoir après poster les lettres, etc., etc. Donc cette fois-ci, c'était plus un court-métrage en mode documentaire un peu sur comment lui est venue l'idée, etc., etc. Et donc ça questionne un peu cette question du temps en fait qui passe, cette question des regrets, des remords, de notre relation au temps sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, mais qui vraiment est dans cet esprit-là de nous questionner en fait, comme la plupart des courts-métrages et des choses artistiques, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, ce qu'il nous a expliqué, c'était qu'il y avait vraiment cette relation déjà aux lettres, au fait d'écrire des lettres, parce que le postier, encore aujourd'hui, il écrit par lettres, il est dans sa propre temporalité, et donc la question du temps, elle est vraiment au centre de tout ça. Et aussi cette question de s'envoyer des lettres et d'écrire pour pouvoir se guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller mieux et se pencher sur certaines choses qui, habituellement, sur lesquelles on ne se serait pas penché, on va dire. Et donc, moi, personnellement, ça m'a renvoyé un truc que j'ai vécu un peu au scout, qui est le fait que, en fait, on avait des temps psy un peu, des temps spi, pardon, des temps spirituels, dans lesquels on devait en fait prendre un temps de son côté, dans la claire des lunes, pour écrire un texte à qui on voulait, un proche, n'importe qui, à soi avant, à soi après, à qui on voulait. Donc un peu dans ce même thème. Et en fait, après, on l'a donné à nos chefs, à nos responsables, qui allaient la poster un an plus tard et la personne à qui on avait écrit allait recevoir ce texte un an plus tard. Et moi, c'est souvent des choses que je faisais où je venais m'écrire à moi-même, à mon ancien moi, à mon futur moi, etc. Et donc, vraiment, cette question de ne pas écrire à des défunts, mais d'écrire à soi, qui, en fait, est quand même une part de défunt, on va dire. On n'est pas la même personne qu'hier, etc. Et le moi d'hier est mort pour donner naissance au moi d'aujourd'hui, on va dire. En fait, ça m'a, personnellement, cette construction-là, et cet exercice-là, ça a certes été quelque chose qui était assez violent par moments, des choses où voilà, j'ai chialé, hein, j'ai chialé mes morts. J'étais vraiment dans le mal et il y a des choses où j'avais beaucoup de mal à me pencher dessus, mais ça m'a énormément aidé à me construire en réalité. Et du coup, ce court-métrage-là, j'avais déjà guéri la plupart des choses qui étaient en lien avec ces expériences, donc c'était pas violent pour moi de le regarder.
mais ça m'a renvoyé beaucoup de choses et du coup, je me sentais beaucoup connecté aux gens qui écrivaient des lettres à cette question-là, à cette question de temporalité, à savoir que comme le réalisateur l'a dit, ça se passait au Japon. Enfin, ça se passe encore au Japon, le bureau est encore ouvert. Et le Japon, c'est vraiment un pays qui est dans une double temporalité. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un pays qui est hyper connecté, donc où tout va vite comme New York et les grandes villes, et un côté qui est très traditionnel, où du coup, tout va très lentement, où on fait attention au temps, on prend le temps, etc. Et donc, on est vraiment dans cette fluctuation, en fait, du temps et de la temporalité. Et donc, derrière ce court-métrage, j'avais vraiment toute cette question de guérison de soi, du fait de se pencher sur soi, de... d'être dans cette question du temps, de réfléchir à la sacralisation du temps aussi, j'ai envie de dire, et de réfléchir un peu à toutes ces choses-là, les choses qu'on aurait aimé dire aux gens avant qu'ils partent, etc. CF, section d'assaut. Mais du coup, vraiment au fait d'écrire, en fait, parce que le fait d'écrire, c'est un exercice qui n'est pas banal. On écrit de moins en moins à la main, on envoie de moins en moins de lettres. Et il y a des personnes qui n'ont même jamais écrit de lettres. Et il y aura peut-être des gens dans quelques années qui n'auront jamais écrit eux-mêmes. Tout se passera par informatique, on n'en sait rien. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une implication de soi, une implication de son corps, et donc derrière qui retrace des résultats psychiques et corporels assez forts et impactants. Le prochain court-métrage, donc le quatrième, c'est un court-métrage qui s'appelle Question d'équilibre. Alors, de ce que j'ai compris, il a gagné des prix. Personnellement, je n'ai absolument rien compris. Personnellement, je l'ai regardé. Ce qui m'a touché, c'était les couleurs parce qu'elles étaient très vives et ça a véhiculé beaucoup de choses. Mais vraiment, je l'ai regardé, j'étais en mode... Hein. Mais je vais vous expliquer. Du coup, on suit un jeune homme. Enfin, d'abord, ça s'ouvre sur un enfant qui vient poster une lettre avec sa mère à son père. Et donc, on apprend que le père lui répond pas souvent, etc., etc. Du moins, ne lui répond pas. Et que c'est pas la première lettre qu'il lui envoie. Et on sait pas trop si le père reçoit les choses, etc. Donc, premièrement, on se dit, les hommes, tu vois, en mode, ah, vas-y, encore un mec qui a abandonné sa famille. Et comme je vous l'ai dit, les couleurs sont très vives. Il y a du jaune, du rose, du rouge, mais vraiment pétante. Et ça, on reviendra dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et donc, voilà, on le suit, il grandit. Il a un peu les mêmes habits que quand il est petit, ce qui rappelle un peu que c'est la même personne. Donc ça, c'est un truc cinématographique que j'aime bien en soi. Mais ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il se comportait encore beaucoup comme un enfant. Et moi, j'ai du mal, personnellement, c'est vraiment à titre personnel, un truc qui m'a dérangé, mais j'ai du mal avec les adultes qui font les enfants, qui font les voix d'enfants, qui... En fait, vraiment, tous ces trucs-là, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Donc, ça m'a un peu trigger, on va dire, dans ce court-métrage, parce que c'était vraiment là. Il avait l'air vraiment... Enfin, ouais, dans un truc très enfantin, alors qu'il avait l'air... Enfin, pas vieux, mais voilà, quoi. Plus vieux que moi, en tout cas. Donc... c'était un peu compliqué d'accès à certains moments. Et donc voilà, on le suit, on voit qu'il veut devenir postier, facteur, pardon. Et donc, en fait, on apprend qu'il faut à ce moment-là qu'il passe son permis vélo qu'il n'a pas eu, parce que quand il apprenait à faire du vélo, il a appris avec son père, mais son père est mort, en fait. Voilà, son père est mort. Pendant qu'il lui apprenait à faire du vélo, il a fait une crise cardiaque. Et donc, ce jeune homme n'a jamais appris à faire du vélo. Et donc, il se faisait un peu lyncher, harceler à l'école parce qu'il ne savait pas faire de vélo et que tout le monde se moquait de lui. Donc, il a un peu un trauma autour de ça. Et s'il doit apprendre à faire du vélo, c'est parce que à ce moment-là, les choses ont changé dans le village où il habite. Et donc, tous les envois de lettres doivent être faits par vélo. Et donc, il nécessite un permis vélo. Donc, il va pour passer un permis de vélo. En parallèle, il y a une petite histoire d'amour avec une femme qui vient d'arriver. On apprend qu'en fait, elle travaille là où il doit passer le permis vélo. Je vous la fais grosso modo. Et donc, au final, elle va lui apprendre à faire du vélo, etc. Donc, il apprend très rapidement à faire du vélo. Il n'est pas tombé. Et ça m'a énervé. D'abord, il est tombé 2-3 fois, mais quand il a su faire du vélo, je me suis dit, ah, il va y avoir la petite blague de maintenant je sais faire du vélo, mais je ne sais pas freiner. Il a freiné comme un chef. Et je vous jure que moi, personnellement, j'avais le seum. J'avais le démon. J'étais vraiment en mode, j'aurais voulu qu'il tombe. Mais ça, c'est encore un titre personnel. Donc voilà. Et en fait, au final, voilà, il est content. Il a eu son vélo, etc., etc. Il retourne à la poste et on lui dit, ah, mais en fait, voilà, t'as pas de chance. Ça vient de tomber.
le métier de facteur n'existe plus, tout va se passer par numérique, tout ça c'est encore de la faute des jeunes, etc. Moi personnellement, ça m'a fait un peu de mal ce truc-là, mais je reviendrai dessus. Et donc, au final, il ressort de là-bas, et il explique à Rose, sa madame, que voilà, c'est mort. Et elle lui dit, ah, mais pourquoi tu vas être posté, etc. Et en fait, on voit, du coup, en scène presque finale, que en fait, quand il a posté sa lettre, le facteur est venu lui remettre une lettre en disant, voilà, si à poster bah, ta lettre, ta lettre à ton père qui est mort. Et c'était un peu compliqué d'aller entre les étoiles, entre les comètes, etc. Donc ça a pris un peu de temps. Mais du coup, t'inquiète pas, ton père l'a bien reçu, etc. Et en fait, c'était une lettre du facteur qui venait le faire rêver, en fait, qui venait le faire rêver en lui disant, voilà, t'inquiète pas, ton père l'a bien reçu de là où il est, etc. Et donc c'était assez touchant quand même, hein. Le fond était assez touchant. J'avais un peu plus de mal avec la forme. Mais vraiment, cette question des couleurs qui sont vives, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que au fur et à mesure de la vie, vous voyez les couleurs de moins en moins vives. Et bah, au-delà de ça, en plus, dans nos sociétés, on est dans quelque chose de l'ordre... j'ai oublié le terme, je suis désolé. Mais en clair, c'est le fait que tout s'uniformise, uniformalise. Et du coup, bah, en fait, on laisse de moins en moins de place aux couleurs vives. Et donc, bah, rien que là, par exemple, je peux vous montrer. Bah, en fait, toutes les voitures, par exemple, elles ont la même couleur. Il y a très peu de voitures qui ont des couleurs fortes ou des couleurs tout court. On est beaucoup sur du gris, du noir, du blanc, voilà. Bon, la mienne est bleue, j'ai de la chance. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cette question de la place des couleurs. Et quand vous tombez sur quelque chose de très coloré, pardon, ça vous renvoie souvent en enfance. Ce qui explique pourquoi la plupart des dessins animés et des choses d'animation laissent place à beaucoup de couleurs. Là où le contenu plus mature laisse place à beaucoup moins de couleurs. Et donc voilà, il y avait vraiment cette question du rapport à l'enfance de cette personne, au fait de dépasser ses traumatismes, ce qui rappelle la résilience, ce qui, pour les gens qui me connaissent, est un sujet, une notion qui me fascine. Je kiffe la résilience. Et vraiment, cette question de modèle, en fait, à travers le métier de facteur, qui vient poster la lettre au ciel, qui vient, en fait, accomplir le rêve de ce jeune. Et donc, en fait, cette question de deuil qui est un peu ouverte à tout le monde, c'est aussi quelque chose sur lequel je crois que c'était un réalisateur à ce moment-là qui est revenu, qui nous a dit que voilà, c'était vraiment pour questionner le deuil, l'ouvrir à tout le monde, être dans cette disposition. Et moi, personnellement, ouais, les seuls petits trucs qui m'ont un peu piqué, c'est ce truc de le numérique va tous nous anéantir. Et moi, personnellement, je suis beaucoup dans ce truc-là de progrès. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais progrès, il y a juste des bons et des mauvais usages du progrès, j'ai envie de dire. Et le progrès est inévitable, en fait. Et mieux vaut progresser que d'essayer de refaire la même chose. Parce qu'on va pas se mentir, en fait, si on fait pas attention, l'histoire se répète. Et l'humanité a fait plus de mal que de bien, en réalité. Et donc, pour moi, en tout cas, mieux vaut essayer d'être dans quelque chose de l'ordre de... En fait, juste essayer de faire mieux plutôt qu'essayer de refaire la même chose en espérant que la finalité soit différente. Ce qui, pour Einstein, était de la folie. La définition même de la folie. Mais donc voilà, ça c'était pour question d'équilibre, puisque on parle de vélo, tout simplement. Ensuite, on a eu un court-métrage qui s'appelait Farce et pommes de terre, qui met en scène une famille dans laquelle la grand-mère fait tout le temps à manger pour tout le monde, et ce soir-là, elle décide de ne pas faire à manger. Elle est un peu dans une relation fusionnelle avec sa petite fille, et sa petite fille, elle font souvent des blagues, etc. Et là, pour cette blague, elle devait mettre plus de sel dans la nourriture pour embêter un peu tout le monde, parce que vous avez le fils de la grand-mère qui en branle pas une, qui fait rien du tout. Vous avez son frère, donc le père de la petite fille, là, qui est un peu naze, hein, on va pas se mentir. C'est un peu dans Rick et Morty... le père, c'est un peu Jerry. D'ailleurs, sa femme, c'est un peu Bess, pareil. Et en fait, vous avez vraiment tout ce truc-là où il y a une dynamique familiale qui est la même
des schémas et des rituels qui sont les mêmes, etc. Et donc vraiment ce truc-là de bousculer les codes déjà établis en mettant plus de sel dans la nourriture. Et au final, la grand-mère décide plutôt que de ne pas mettre de sel, plutôt que de mettre plus de sel, pardon, de ne tout simplement pas faire de repas. Donc tout le monde a un peu chaud de barre, on voit que voilà, elle explique, moi en fait j'en ai marre de faire tout le temps la même chose, etc. etc. Vous avez qu'à vous faire à manger. Et au fur et à mesure du court-métrage, on voit que tout le monde, en fait, tout repose sur cette grand-mère. Et que dès que des gens ont des difficultés, en fait, tout repose sur cette grand-mère-là. Et de fil en aiguille, en fait, elle en vient à brûler sa maison sans faire exprès. Vraiment le spoil ultime. Non, mais elle en vient à brûler sa maison parce que sa petite fille lui a dit: ah, mais moi du coup j'ai pas à manger et tout, alors on était comme ça, vraiment, les deux doigts de la main, et deux doigts de la main comme ça. Et du coup la grand-mère lui dit: ah ouais, bah ouais, t'as raison, je vais aller te réchauffer un truc, comme ça on va pouvoir manger. Donc elle sort une mini butte à gaz, elle la laisse dans un coin, et vu que y a plein d'agitation dans la maison, le truc crame de son côté, et en fait elle se rend compte en passant dans la maison que sa petite fille est pareil que le reste de la famille, parce qu'elle fait un appel avec ses potes en disant: ouais, ma grand-mère c'était folle, elle a totalement disjoncté et tout, je lui ai dit de mettre un peu plus de sel, elle a rien fait du tout, c'est une malade et tout. Et donc déception ultime de la grand-mère qui voit qu'en même temps sa maison crame. Donc elle se dit: en fait je m'en fous. Elle sort, et puis sa voisine vient la voir et lui dit: ouais, tu vois, ton idée que tu m'avais dit, que ta petite fille t'avait donné de mettre un peu plus de sel, en fait j'ai pas fait à manger. Et en fait, en contrepartie, on voit la maison de la grand-mère qui crame, quoi. Enfin, vous avez la voisine qui dit à la grand-mère: ouais, voilà, il se passe ça. Et la grand-mère qui est en mode: ouais, mais j'ai d'autres chats à fouetter, tu vois. Et sa pote lui dit: j'ai cramé ma maison. Et du coup, on commence à capter que, en fait, même scénario. Et donc, elles sortent dans la rue pour aller voir la maison de la voisine. Et on voit toutes les maisons qui crament avec toutes les grand-mères dehors de chaque maison, etc. Et du coup, il y avait beaucoup de place à l'humour. Je vous le fais très rapidement parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que la vidéo est très longue. Je suis désolé. Mais du coup, voilà, il y a vraiment toute cette ambiance de qu'est-ce qui se passe en fait dans les familles. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire différemment? Est-ce que les maisons vont brûler en fait si on essaye de faire différemment? Et donc, le réalisateur, qui m'avait l'air très jeune d'ailleurs, le réalisateur, il nous a expliqué que, en fait, ce qu'il voulait mettre en avant, c'était que dans ces moments conviviaux, que sont les repas, en fait, on n'échange pas plus que ça. On n'échange pas les rôles, on n'échange pas réellement sur des choses qui nous prêtent importance, mais on échange sur des banalités, sur les mêmes choses, en fait, chaque année. Ouais, comment tu vas? Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as un copain? Etc., etc. Et en fait, c'est juste la même chose, des rituels, des rituels et des rituels. Et lui, il nous expliquait que, en fait, comment lui est venue l'idée, c'est qu'il avait envie, justement, que sa mamie pète un câble et pas forcément crame sa maison, mais dise: voilà, moi j'en ai marre, parce que lui avait envie de le faire, mais il disait ne pas avoir le courage de le faire. Et donc voilà quoi, être dans ce truc-là, de bousculer les habitudes. Sachant que lui, pareillement, ce qu'il a dit, c'est que il voyait aussi une pointe d'hypocrisie en fait dans le fait de faire ce film, et c'est pour ça qu'il l'a montré à sa famille avant de le produire. Je rigole parce qu'il nous a dit que ça a mis un certain petit malaise dans sa famille, donc c'était assez drôle. Mais du coup, ce truc-là de se dire: ouais, moi j'aimerais bien que mamie elle change et tout, elle dise: ouais, en fait, mais en fait, toi-même, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et vraiment avoir ce discours-là, de vouloir impliquer les gens, que les gens s'impliquent sans forcément, pareillement, se questionner sur nous, ce qu'on fait. Ça rappelle un peu comme pour le pouvoir des plantes, en fait, ce truc-là de l'activisme et de sa propre implication, de qu'est-ce que nous on fait lorsqu'on vient regarder ce que les autres font, etc., etc. Et oser en fait faire ce que l'on a envie que les autres fassent. Et donc, il a dit aussi que ce qu'il avait trouvé important à mettre en place, c'était vraiment ce truc de, en fait, c'est pas prémédité. Qu'il y avait un plan et qu'au final, elle n'a pas suivi le plan. Et on la voit découvrir en fait en même temps que nous, tout ce qui se passe, tout ce que ça implique, etc. et toutes les conséquences. Et donc, vraiment, ce truc-là de, en fait, juste prendre le temps en fait de laisser couler, de d'envoyer valser les choses et de découvrir en même temps que tout le monde ce qui se passe, si c'est une erreur, si c'est pas une erreur, les sentiments que ça fait naître, etc. Et je trouvais ça quand même assez important parce qu'on est quand même dans une société où ce qui importe aux gens, c'est les résultats. Et donc, on cherche tous à atteindre certains résultats, etc. Et donc, on peut avoir du mal finalement
à faire les choses sans se pencher sur les résultats, sans chercher certains résultats, juste faire les choses et puis se dire, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière, plutôt que vouloir contrôler ce qui se passera. Donc c'est un court-métrage que j'ai franchement pas mal aimé. De toute façon, la plupart des courts-métrages, je les ai vraiment aimés. Ils étaient vraiment intéressants. Mais cette question d'envoyer valser des codes et tout, c'est encore quelque chose qui me touche, quoi. C'est encore quelque chose qui me plaît. Ensuite, on a un court-métrage, je crois que c'était le 6e, qui s'appelle L'Aquario. Alors, déjà, il faut se dire, personnellement, je kiffe l'Italie. Voilà, c'est dit. Non, vraiment, l'Italie, c'est vraiment mon pays phare en Europe. Juste en dessous, il y a la République tchèque. Je suis allé là durant un road trip. Merci. Mais l'Italie, j'y suis allé peut-être une dizaine de fois. C'est le pays, si je peux y aller encore, j'y retournerai. Parce que vraiment, je kiffe l'Italie. Mais bref, du coup, c'était un court-métrage en italien. Et là, j'étais en mode... Non, franchement, j'étais vraiment content. Mais donc, on est dans un restaurant, il y a deux personnes qui se rencontrent, ils discutent, etc. La femme me dit, ouais, c'est quoi, j'ai pensé à un truc, je pense pas qu'on vit tous dans un aquarium, ou du coup on se penche pas assez sur les choses et tout, et on est tous un peu dans ce truc-là dont je parlais sur TikTok. Le zoocosisme, je crois que ça s'appelle, le fait de qu'on vive tous dans un zoo, dans une temporalité qui nous est imposée, etc. Et donc le gars il est en mode je comprends que dalle. Et donc il fait attends vite fait je vais aux toilettes. Donc il court aux toilettes, on le voit mettre une petite oreillette, demander à l'équivalent de ChatGPT ouais dis-moi elle m'a dit ça et tout, qu'est-ce que je dois dire. En fait il revient et l'intelligence artificielle lui souffle des réponses, etc. Et en fait on se rend compte que pour la dame, bah c'est pareil en fait. Elle a une intelligence artificielle aussi qui lui souffle des réponses et tout. Et donc, bah en fait, ils sont pas eux-mêmes. Ils essayent d'être vraiment dans le truc parfait parce qu'ils se plaisent, etc. Et donc, ils veulent pas mal faire les choses. Donc, ils vont voir un ballet alors qu'aucun des deux aime les ballets. Ils vont faire des randonnées en montagne alors qu'aucun des deux aime. Et l'intelligence artificielle a dit de le faire. Ils boivent du café sans sucre parce que l'intelligence a dit que ça relève le goût, etc. Et en fait, vraiment, cette question de, bah, en fait, rechercher à être dans le parfait pour le monde plutôt qu'être le parfait pour soi. Ce qui m'a énormément rappelé un épisode de Black Mirror, évidemment, dans lequel on a vraiment ce truc-là de... en fait, c'était pas une intelligence artificielle, mais c'était une sorte de logiciel qui nous met dans un monde parallèle, un peu comme la méta de Elon Musk ou Jumanji, où du coup vous avez en fait chaque personne qui s'inscrit sur l'application, qui se voit enchaîner des dates plus ou moins longs et une vie avec la personne après. Donc vous allez avoir une sorte de beeper qui vous dit ouais voilà telle personne vous allez la rencontrer à tel endroit, vous allez vivre tant de temps avec cette personne. Donc que vous aimiez ou non la personne, vous allez rester tant d'années ou tant de jours, tant de secondes avec la personne. Et donc vous avez deux personnes qui matchent bien, mais ils restent que quelques heures ensemble, puis ils enchaînent les conquêtes, etc., etc. Ils sont pas bien parce qu'ils pensent à l'autre personne, et un jour, ils se remettent ensemble, et l'application dit que voilà, ils sont ensemble, ils se disent, ouais, voilà, on va vivre chaque jour comme si c'était le dernier, donc on regarde pas combien de temps on est ensemble, nanana. Au final, le mec regarde, ça crée une dissonance parce qu'ils sont pas regardés en même temps, et donc, à la base, c'était 3 ans, ça bascule, ça bascule, ça bascule, ça rétrécit, et au final, ils décident de s'enfuir ensemble. Et en fait, on apprend que c'est la vraie compatibilité parce qu'ils ont essayé de s'enfuir dans 99% des cas. Parce que du coup, ça crée des dimensions alternatives, des réalités alternatives, etc. Bref, un truc où dans chaque fois qu'on les mettait ensemble, ils essaient de s'enfuir pour rester ensemble. Et donc, ils sont compatibles. Et donc, on les fait sortir du logiciel, ils se rencontrent et puis, waouh, ils sont compatibles. Bref, un peu la même chose. Et donc, là, dans ce court-métrage-là, il y a vraiment cette question-là, pardon, de rechercher à être parfait pour l'autre et donc ne pas être soi. Et on suit en parallèle les deux meilleurs amis de ces personnes-là, qui, eux, sont anti-IA, anti-ChatGPT. Et pourtant, la meilleure amie de la femme va quand même utiliser le processus parce que elle est dans un truc de ouais, en fait, il est grave beau et tout. Et en fait, j'ai envie de faire les choses parfaitement avec lui. Et du coup, j'ai envie de lui plaire, etc. Donc, elle lui pose la question de l'aquarium. Et lui, il se tape une barre. Et
il commence à répondre en fait véritablement ce qu'il pense. Et donc elle est fascinée et tout, et en même temps l'intelligence artificielle lui dit non, non, écoute pas et tout, c'est un couple toxique qui va se passer et tout, faut que tu partes. Et elle lui pose une autre question, elle kiffe bien les réponses et tout, et là tu te dis ah bah vas-y, elle va rester. Et au final elle écoute l'intelligence artificielle, elle lui dit ouais voilà, je dois partir et tout, je suis désolé, ça va pas le faire entre nous. Donc le mec est un peu en mode bah je comprends pas. Donc elle s'en va. Et puis il regarde autour de lui dans le restaurant, il voit que tout le monde parle d'aquarium, les mecs ils ont la même réponse, les meufs elles répondent la même chose après. Et sachant que à ce moment-là, lui il connaissait déjà cette intelligence artificielle, puisque son meilleur pote l'utilise quoi. Et donc il est en mode ah ouais bah en fait c'est juste une meuf qui utilisait ça, c'est dommage parce que elle avait l'air vraiment intéressée de ce que tu utilisais. Et en fait, au final, la meuf revient, elle enlève son oreillette, et ils sont en mode love to love. Tant pis pour les intelligences artificielles, j'ai envie de croire en notre amour. Donc leur couple tient, et en parallèle, on ne sait pas si les deux autres meilleurs amis, si les autres, ça a tenu, mais en tout cas, on voit à la fin que le gars recommence à boire du café avec du sucre, bien qu'il n'ose pas avouer qu'il reboit du café avec du sucre. Et donc, il y a vraiment cette question de l'image, en fait, que l'on renvoie de soi, de l'image que l'on cherche à renvoyer de soi aussi, et de ce qui, pour nous, est parfait, de notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et tout, ce qui, encore une fois, est un thème qui m'intéresse énormément. Et pour moi, personnellement, dans les votes, l'Aquario, je le mets vraiment juste en dessous de Coquelicot. Vraiment, parce que c'est vraiment une... En fait, ce qui fait que je le place pas en premier, c'est que j'ai déjà vu la même thématique avec comment ça s'appelle, Black Mirror. Donc je savais un peu plus ou moins à quoi m'attendre, mais ça reste une thématique qui me plaît énormément. Donc voilà, il y a vraiment cette question de la peur de l'échec, cette question du rapport à l'aide, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui, on le dira peut-être jamais assez, pollue énormément. Donc rien que pour faire des petites images et tout, vous déversez des litres et des litres d'eau, mais vraiment polluée, vous vous rendez même pas compte de l'impact écologique que c'est. Et je suis d'accord que l'IA, ça peut être drôle par moment, mais le surusage qu'on en fait, et en fait toute la thématique autour de ce truc-là, de l'empreinte qu'elle a en fait dans nos vies, personnellement, je trouve ça quand même assez, en fait, un peu trop fort pour le peu que c'est. Et après, j'ai envie de dire que derrière, de toute façon, c'est inévitable, j'imagine, hein, dans cette société capitaliste, que certains métiers ne disparaissent pas, qu'on finira tous par être remplaçables en vrai, hein, parce qu'on est tous remplaçables, il suffit juste de trouver ce qui nous remplacera. Maintenant, libre à nous de choisir ou nous de nous détruire ou de pas nous détruire. Et donc, il y avait vraiment cette question de sortir de l'aquarium, sortir de ce cadre parfait, en fait, de ce cadre idyllique que les gens recherchent, et être dans un truc davantage parfait pour soi, qui est le fait d'être soi et d'aimer être soi. Et moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me touche, parce que j'ai vraiment été dans l'aquarium, cherché à sortir de l'aquarium, reparti dans l'aquarium, et là, actuellement, personnellement, je me sens pas forcément totalement à l'extérieur de l'aquarium, mais vraiment dans cette recherche d'être moi, de kiffer être moi, et derrière, vous m'aimez, tant mieux pour vous. Vous m'aimez pas, tant mieux pour vous, pareil. Et en fait, le plus important, c'est que moi, je m'aime, et que si vous, en face, vous m'aimiez, vous m'aimiez pour la personne que je suis réellement et pas pour ce que je vous renvoie. Mais ça, encore une fois, c'est un truc propre à chacun. En tout cas, voilà, ça, c'est les 8, en effet, courts-métrages que j'ai pu visionner à cette soirée-là, la soirée Atmosphère. Ils en refont une chaque année, donc vous avez juste à regarder un peu sur internet quand est-ce que ce sera l'année prochaine, si ça vous intéresse. Peut-être que j'y serai, peut-être pas, je ne sais pas encore. On verra ce que le monde nous dit. On verra déjà si on est encore en vie.